La villa de Neuilly-sur-Seine était une forteresse de verre et de béton, un chef-d'œuvre d'architecture minimaliste qui surplombait Paris avec une arrogance froide. Derrière ces immenses baies vitrées, le quartier de la Défense scintillait, promesse d'un pouvoir et d'une richesse que son propriétaire possédait en abondance. Pourtant, à l'intérieur, aucun luxe ne parvenait à étouffer le son qui rongeait les murs, les pleurs aigus et incessants de deux nourrissons. Le marbre blanc renvoyait l'écho de cette détresse, transformant chaque pièce en une caisse de résonance de l'angoisse. C était un palais conçu pour le silence et la contemplation, devenu une prison sonore où la solitude et le chagrin S étaient installés. Chaque cri était un rappel brutal que dans cette maison où tout pouvait s'acheter, la paix, elle, restait désespérément hors de prix. L'air y était lourd, chargé d'une tension palpable qui rendait chaque respiration difficile. Au milieu de ce chaos, Antoine Leroy était un roi déchu sur son propre trône. Assis à même le sol du long couloir, le dos contre un mur froid, il avait renoncé à se battre. À 42 ans, ce titan de la French Tech, habitué à plier le monde des affaires à sa volonté, n'était plus qu'un homme brisé. Son costume sur mesure, d'une coupe impeccable, semblait soudain trop grand pour ses épaules affaissées. Les cernes sombres qui creusaient son visage témoignaient de nuits sans sommeil. Une succession interminable de biberons refusés et de tentatives de réconfort vaines. Ses mains, qui signaient des contrats de plusieurs millions d'euros sans trembler, reposaient, impuissantes, sur ses genoux. Il fixait un point invisible devant lui, son regard autrefois perçant, désormais voilé par un désespoir si profond qu'il en devenait presque tangible. Il était l'incarnation d'un paradoxe douloureux, un homme capable de tout contrôler, sauf le chagrin de ses propres enfants. Puis, soudainement, le silence. Un silence si total, si abrupt, qu'il en était plus assourdissant que les pleurs qui l'avaient précédé. Antoine sursauta, le cœur battant à tout rompre. La peur, irrationnelle et glaciale, le saisit. Un silence comme celui-ci ne pouvait signifier qu'une chose, et son esprit de père épuisé s'emballa vers les pires scénarios. Il se releva d'un bond, ses articulations protestant, et tendit l'oreille. Rien, pas un soupir, pas un gémissement. Guidé par une angoisse primale, il se mit à marcher à pas de loup sur le sol en marbre, chaque pas résonnant dans le vide nouveau de la maison. Il longea le couloir, passa devant le bureau où s'entassaient ses trophées de réussite, et se dirigea vers la chambre des jumeaux, la source de son tourment. La porte était entr'ouverte, laissant filtrer une lumière douce et tamisée, une invitation fragile dans ce sanctuaire de l'agitation. Ce qu'il découvrit en poussant doucement la porte figea le temps. Sylvie, la nouvelle employée de maison engagée pour le ménage, était assise dans le fauteuil d'allaitement. Dans ses bras, un bébé reposait sur chaque épaule, Léo et Théo, leurs petits visages détendus et sereins, dormant d'un sommeil si profond qu'il semblait miraculeux. Elle ne les berçait pas frénétiquement, elle était simplement là, immobile, fredonnant une mélodie à peine audible, une berceuse ancienne qui semblait vibrer d'une sagesse ancestrale. Antoine resta pétrifié sur le seuil, incapable de comprendre. Cette femme, une quasi-inconnue, avait réussi là où lui et une armée de spécialistes avaient échoué. Une vague de soulagement et de honte le submergea. C'est dans ces moments de détresse totale qu'on se sent si seul, et voir une lueur d'espoir peut tout changer. Si ce récit vous touche, songez à vous abonner pour que nous puissions continuer à porter la voix de ces histoires qui méritent d'être entendues. Antoine s'approcha, le souffle court, ses pas feutrés sur le marbre glacial. Il murmura son nom. Sylvie, une question qui portait en elle des semaines de désespoir. Elle leva lentement les yeux, son visage serein n'exprimant aucune surprise, comme si elle l'attendait. Il n'y avait pas de fierté dans son regard, seulement une profonde quiétude. « Comment avez-vous fait ?» demanda-t-il, la voix brisée par elle épuisement et l'incompréhension. Il désigna les jumeaux d'un geste impuissant, ces deux petits êtres qui avaient transformé son existence en un enfer sonore. Pendant des semaines, il avait cherché une solution dans la technologie. Les manuels de puériculture, les conseils des plus grands spécialistes.
La réponse, pourtant, ne se trouvait pas dans la logique ou la science, mais dans la simplicité d'une femme qu'il avait à peine remarquée jusqu'à cet instant. Elle répondit d'une voix douce, à peine plus qu'un souffle pour ne pas réveiller les enfants. « Ils avaient juste besoin d'entendre la bonne chanson, monsieur. » Antoine fronça les sourcils, perplexe. Une chanson? Il avait tout essayé. Des boîtes à musique sophistiquées, aux playlists de bruit blanc recommandées par des experts. Rien n'avait fonctionné. Il se concentra alors sur la mélodie que Sylvie fredonnait encore. Un air simple et répétitif. Une ritournelle d'une autre époque. Et puis, la reconnaissance le frappa comme un éclair. Ce N n'était pas n'importe quelle chanson. C était la berceuse d'Hélène. Une vague de souvenirs, à la fois doux et déchirants, le submergea, faisant vaciller ses dernières défenses. Le sol sembla se dérober sous ses pieds alors que le passé revenait le hanter avec une force inouïe. Il revit Hélène, son épouse, assise dans ce même fauteuil, le ventre arrondi par la promesse de leur double bonheur. Elle avait cette habitude, lorsqu'elle était pensive ou heureuse, de fredonner cet air sans parole. C était sa mélodie secrète, une musique qui semblait venir du plus profond de son âme. Il se souvenait de la chaleur de sa main sur son ventre, des petits coups qu'il sentait sous sa paume et de cette berceuse qui flottait dans l'air comme une promesse de jours heureux. La douleur de sa perte, qu'il avait tenté d'enfouir sous le poids du travail et des responsabilités, remonta à la surface, pure et violente. Cette chanson n'était pas qu'une simple mélodie. C'était, elle, écho de l'amour de leur mère. Un fil invisible qui les reliait encore à elle. Les larmes qu'il avait retenues si longtemps coulèrent enfin sur son visage. Il ne chercha pas à les cacher. Devant cette femme, cette quasi-inconnue, il n'était plus le PDG impitoyable, mais un homme brisé, un veuf et un père à la dérive. Il s'avança et, d'une voix étranglée par l'émotion, il la supplia. « Restez, Sylvie, s'il vous plaît. » Ce N n'était pas un ordre, ni même une offre d'emploi. C était l'appel à l'aide d'un homme qui venait de trouver une bouée de sauvetage au milieu de l'océan. Il lui dit qu'il la paierait le double, le triple, tout ce qu'elle voudrait. Mais les mots sonnaient creux. Ce qu'il lui offrait, ce N, était pas de l'argent, mais une place au cœur de sa famille en ruine, une chance de reconstruire ce que la tragédie avait détruit. L'arrivée de sa belle-mère, Françoise, quelques jours plus tard, brisa cette fragile trêve. C était une femme élégante, à la posture rigide et au regard aussi tranchant que les lignes de la villa. Elle incarnait l'ordre, la bienséance et une vision du monde où chaque problème avait une solution professionnelle et coûteuse. En trouvant Sylvie, l'employée de maison installée dans la chambre des enfants, chantant pour ses petits-fils, son visage se ferma. Elle ne vit pas le miracle, mais une transgression. Pour elle, Sylvie n'était qu'une domestique qui avait outrepassé ses fonctions, une opportuniste profitant de la vulnérabilité de son gendre. La suspicion s'installa immédiatement, empoisonnant l'atmosphère paisible que Sylvie avait réussi à créer. La confrontation fut aussi froide et polie que cruelle. Françoise interrogea Sylvie sur ses qualifications, ses références en matière de garde d'enfants, utilisant des termes techniques pour la déstabiliser. Sylvie, avec une dignité imperturbable, répondit simplement qu'elle n'avait d'autre qualification que son instinct. Françoise la toisa de haut, suggérant qu'un instinct ne suffisait pas pour s'occuper des héritiers d'une telle fortune. Chaque mot était une pique, une tentative de la réduire à son statut social, de la faire sentir illégitime. C'est dans ces moments-là qu'on réalise à quel point le jugement des autres peut être une arme. Si vous croyez en la force des histoires qui défient les préjugés, votre abonnement nous aide à continuer de leur donner une voix. Antoine se retrouva pris au piège entre deux mondes. D'un côté, la logique implacable de sa belle-mère, qui lui rappelait ses responsabilités et les conventions sociales. Elle avait raison sur un point. Sylvie N n'était pas une nounou certifiée. De l'autre, il y avait le silence miraculeux qui régnait désormais dans sa maison. La paix sur les visages de ses fils. Chaque fois qu'il entrait dans la chambre, il voyait la preuve irréfutable que Sylvie possédait quelque chose qu'aucune agence de placement ne pourrait jamais fournir. Une culpabilité sourde le rongeait.
Il se sentait faible d'avoir besoin d'une étrangère pour créer un lien avec ses propres enfants, et honteux de ne pas avoir su préserver lui-même le souvenir le plus précieux de sa femme. De son côté, Sylvie ressentait le poids de ce monde qui n'était pas le sien. Elle naviguait dans cette immense villa comme un fantôme bienveillant, consciente des regards suspicieux de Françoise et de l'hésitation d'Antoine. Elle sentait la froideur du marbre sous ses pieds et la solitude qui imprégnait chaque pièce. Pourtant, lorsqu'elle tenait Léo et Théo dans ses bras, tout le reste disparaissait. La chaleur de leur petit corps contre le sien était sa seule récompense. Elle portait en elle un secret, une promesse faite à une jeune femme au seuil de la mort, et était ce serment qui guidait chacun de ses gestes. Hélène n'était pas là pour l'argent ou pour le statut, mais pour honorer une dette sacrée, un dernier acte d'amour transmis par-delà le voile de la mort. Les jours se transformèrent en semaines. Le lien entre Sylvie et les jumeaux devint une évidence pour quiconque prenait la peine de regarder sans préjugés. Elle ne se contentait pas de les endormir. Elle leur parlait, leur racontait des histoires simples, les baignait avec une patience infinie. Antoine l'observait de loin, fasciné et ému. Il voyait en elle non pas une employée, mais une présence maternelle, une continuité de l'amour d'Hélène. Il commença à passer plus de temps à la maison, délaissant les réunions tardives pour assister au rituel du soir. Il apprenait à reconnaître les différents pleurs de ses fils, à préparer un biberon, à simplement être là. Lentement, grâce à la présence silencieuse de Sylvie, il commençait son propre apprentissage de la paternité. Mais Françoise ne désarmait pas. Convaincue qu'Antoine était sous l'emprise d'une manipulatrice, elle augmenta la pression. Elle lui parla d'avocat, de la protection du patrimoine familial, insinuant qu'il n'était pas en état de prendre des décisions saines à cause de son deuil. Elle le menaça subtilement de demander une évaluation de sa capacité parentale s'il persistait à confier ses enfants à une inconnue sans aucune garantie. Chaque appel téléphonique était un rappel de son échec, de son inadéquation aux yeux du monde. Faire face à l'incompréhension de ses proches quand on est au plus bas est une épreuve terrible. Chaque abonnement est un soutien précieux qui nous permet de partager ces combats silencieux et de rappeler à chacun qu'il n'est pas seul. Ce fut l'ultimatum de trop. Quelque chose en Antoine se brisa, ou plutôt se ressouda. Pour la première fois depuis la mort d'Hélène, il sentit la colère remplacer le chagrin, une colère froide et déterminée. Lors d'un dîner tendu, il annonça à sa belle-mère que Sylvie faisait désormais partie de la famille et que sa décision était finale. Il lui expliqua, avec des mots simples mais fermes, que la paix de ses fils N n'était pas négociable et qu'elle valait plus que toutes les conventions et les diplômes du monde. Il défendit Sylvie non pas comme un employeur défend son employé, mais comme un homme protège ce qu'il a de plus précieux. Ce soir-là, il cessa d'être une victime de son destin pour devenir l'architecte de son avenir. Vaincue mais non convaincue, Françoise quitta la villa avec une dernière phrase, lancée comme un avertissement. « J'espère pour toi que tu sais ce que tu fais, Antoine. Pour le bien de tous, j'ai engagé quelqu'un pour en savoir un peu plus sur cette femme. On ne sait jamais qui on fait entrer chez soi. » La menace plana dans l'air, lourde et glaciale. Antoine resta seul dans le silence du grand salon, le cœur serré. Il avait gagné une bataille, mais il savait que la guerre N n'était pas terminée. Le mystère de Sylvie et de sa connaissance de la berceuse restait entier. Une énigme dont la résolution pourrait soit consolider son nouveau bonheur, soit tout faire voler en éclats. La vérité, quelle qu'elle soit, était désormais en marche. Le détective privé, un homme au visage aussi gris que son imperméable, se présenta une semaine plus tard, accompagné de Françoise. Elle tenait une enveloppe Kraft entre ses doigts manucurés, la brandissant non pas comme une preuve, mais comme une arme. Le silence dans le grand salon était si lourd qu'on aurait pu le trancher au couteau. Antoine sentit un nœud de glace se former dans son estomac. Il jeta un regard vers la porte du jardin où Sylvie jouait avec les jumeaux, leur rire cristallin flottant dans l'air comme une mélodie fragile et précieuse. Il savait que le contenu de cette enveloppe avait le pouvoir de briser cette harmonie, de faire taire cette musique.
Françoise posa l'enveloppe sur la table basse en marbre avec un bruit sec et définitif. « Maintenant, tu vas savoir qui tu as laissé entrer dans ta maison, sous ton toit, auprès de mes petits-fils, dit-elle, sa voix empreinte d'un triomphe glacial. Avec des mains tremblantes, Antoine ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, un rapport détaillé et quelques photographies. Il lut les premières lignes, son visage se décomposant à chaque mot. Le rapport confirmait que le dernier emploi de Sylvie, avant d'arriver chez lui, avait été celui d'infirmière de nuit à l'hôpital américain de Neuilly, dans le service de maternité. L'hôpital même où Hélène avait passé ses dernières semaines. Les dates coïncidaient parfaitement. Françoise, voyant le choc sur son visage, en profita pour porter l'estocade. Tu comprends, elle était là. Elle t'a observé dans ta plus grande faiblesse et elle a planifié son coup. Elle a profité de notre deuil pour s'infiltrer dans notre vie. C'est une prédatrice, Antoine, une charognarde qui s'est nourrie de notre tragédie pour se trouver une place au chaud. Elle a tout manigancé, la chanson, tout. Chaque mot était un poison destiné à détruire la confiance qu'il avait mis si longtemps à construire. Sylvie entra à ce moment-là, Léo dans ses bras, alertée par les voix tendues. Elle comprit la scène en un instant. Posant doucement le bébé dans son berceau, elle s'avança, non pas avec la culpabilité d'une accusée, mais avec la dignité tranquille de quelqu'un dont le secret est enfin révélé. Elle ne regarda pas Françoise. Ses yeux étaient fixés sur Antoine, et sa voix, lorsqu'elle parla, était douce mais incroyablement forte. Oui, J était l'infirmière d'Hélène. J'ai passé ces dernières nuits à ses côtés. Elle fit une pause, laissant le poids de cette confession s'installer. Elle savait qu'elle ne s'en sortirait pas. Elle pleurait non pas pour elle, mais pour vous, pour les garçons qu'elle ne verrait jamais grandir. Alors, elle m'a fait faire une promesse. Elle m'a fait jurer que si un jour le destin me mettait sur votre chemin, je leur chanterais sa berceuse pour qu'un fragment de son amour puisse les atteindre. La vérité, si simple et si bouleversante, frappa Antoine avec la violence d'une vague. Ce N n'était pas une manipulation. C était un serment. Ce N n'était pas une intrusion, mais la dernière volonté de sa femme, un message d'amour envoyé depuis l'au-delà par l'intermédiaire de cette femme humble et fidèle. La digue qu'il avait érigée autour de son cœur vola en éclats. Il tomba à genoux, le rapport glissant de ses mains, et il pleura. Il pleura la perte d'Hélène, la solitude de ces derniers mois, la peur de ne pas être à la hauteur. Mais pour la première fois, ses larmes, N, étaient pas amères. C étaient des larmes de gratitude, de soulagement, une catharsis qui lavait son âme. Il comprit que Sylvie n'avait pas volé un souvenir, elle l'avait préservé. C'est dans ces instants que l'on comprend que la vérité, même douloureuse, peut être une libération. Si vous aussi, vous croyez que chaque histoire mérite d'être racontée jusqu'au bout, votre abonnement nous permet de continuer à leur donner vie. Lentement, Antoine se releva. Il n'était plus le même homme. Le deuil avait laissé place à une nouvelle force, une certitude inébranlable. Il ignora sa belle-mère, pétrifié par ce retournement de situation, et s'approcha de Sylvie. Il la prit dans ses bras, une étreinte qui disait tout ce que les mots ne pouvaient exprimer, le pardon, la gratitude, l'accueil. « Merci », murmura-t-il, la voix encore brisée. « Merci d'avoir tenu votre promesse. » Puis, se tournant vers Françoise, son regard était calme, mais absolu. « Sylvie ne partira jamais, elle n'est pas une employée. Elle est la gardienne de la mémoire de ma femme. Elle est la grand-mère de cœur de mes enfants. Elle est ma famille. Si vous ne pouvez pas l'accepter, alors la porte est là. » Ce N n'était plus une suggestion, mais un fait. La villa de Neuilly avait enfin trouvé son âme. Le départ de Françoise se fit sans un mot de plus, sa silhouette rigide se découpant une dernière fois contre la lumière crue du couloir avant de disparaître. Sa défaite n'était pas seulement celle d'une femme autoritaire, mais celle d'une vision du monde où les qualifications et le statut social primaient sur la simple humanité. Le silence qui suivit son départ n'avait rien à voir avec celui, angoissant et lourd, qui régnait autrefois dans la villa. C était un silence apaisé, une toile blanche remplie de promesses. Antoine, Sylvie, Léo et Théo étaient désormais seuls.
Et pour la toute première fois, ils formaient un véritable foyer. Le marbre semblait moins froid sous leurs pieds. Les immenses baies vitrées n'encadraient plus une solitude dorée, mais un avenir à construire ensemble. Sylvie prit doucement la main d'Antoine, un geste simple qui scellait leur pacte silencieux. Il n'était plus un employeur et son employé, ni un veuf et une infirmière, mais deux âmes liées par le souvenir indélébile d'Hélène et l'amour inconditionnel pour ses enfants. La maison avait enfin trouvé son cœur. Dans les mois qui suivirent, la transformation de la villa et de ses habitants fut aussi profonde que radicale. Antoine vendit une part significative de ses actions dans son entreprise, déléguant les responsabilités écrasantes qui le tenaient éloigné de sa maison. Son agenda, autrefois saturé de réunions stratégiques et de voyages d'affaires, laissait désormais une place prépondérante aux visites au parc, aux rendez-vous chez le pédiatre et aux longues après-midi passées à assembler des jouets sur le tapis du salon. Sur les murs blancs et nus, il accrocha des dizaines de photographies d'Hélène, souriante et radieuse, pour que ses fils grandissent en connaissant le visage lumineux de leur mère. Quant à Sylvie, elle devint officiellement la marraine de Léo et Théo, un titre qui formalisait sa place au sein de la famille, bien au-delà de tout contrat de travail. Hélène était plus une présence discrète, mais un pilier central. La grand-mère de cœur qui leur apprenait les noms des fleurs dans le jardin et leur chantait chaque soir la berceuse qui les avait réunis. Guidée par un désir puissant de transformer sa douleur passée en une force positive pour les autres, Antoine utilisa ses ressources pour créer la Fondation Hélène. L'objectif était simple mais ambitieux, offrir un soutien concret et immédiat aux parents devenus veufs à la naissance de leur enfant. La Fondation ne se contentait pas d'offrir une aide financière. Elle mettait en place un réseau d'accompagnement psychologique, des services de garde d'enfants d'urgence assurés par des personnes de confiance et des groupes de parole où des pères et des mères pouvaient partager leur expérience sans crainte du jugement. Antoine s'impliqua personnellement, racontant son histoire, celle d'un homme qui avait tout, mais se sentait complètement démuni, et qui fut sauvé par la promesse d'une femme et la mélodie d'une chanson. La Fondation devint un hommage vivant à l'amour d'Hélène, un phare d'espoir pour ceux qui naviguaient dans les mêmes eaux troubles qu'il avait autrefois traversées. 10 ans plus tard, le jardin de la villa de Neuilly résonnait des rires de deux garçons pleins de vie. Léo et Théo, avec les yeux de leur mère et le sourire de leur père, jouaient au football sous le regard attendri d'Antoine et de Sylvie. Assise à ses côtés sur un banc, ses cheveux devenus argentés. La berceuse d'Hélène était devenue leur chant familial, une mélodie fredonnée lors des anniversaires, des moments de tristesse et des soirs de fête. Ce N était plus un écho douloureux du passé, mais la bande-son de leur bonheur présent, un lien invisible et indestructible. Antoine savait que le chagrin ne disparaît jamais complètement, mais il avait appris qu'il pouvait coexister avec la joie la plus profonde. Il avait reconstruit sa vie non pas sur les cendres de sa perte, mais sur les fondations solides d'une promesse tenue. Des récits comme celui-ci nous rappellent que l'espoir peut naître des situations les plus sombres, et votre soutien en vous abonnant nous permet de continuer à partager ces témoignages de résilience.